Allez, nous sommes le 12 octobre 2021. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent pour cette première édition de Social Change ici à Rennes. Nous sommes ravis d'être parmi vous. Je suis Stéphane Daïrel, le directeur délégué de l'agence API Ouest France Entreprise du groupe Ouest France. Et si l'on part d'un fait, on ne peut que constater aujourd'hui que la RSE ne semble plus du tout une option pour nos entreprises et probablement que cette prise de conscience s'est fortement accélérée sur ces 20 derniers mois que nous venons de vivre avec cette crise Covid. Alors, il y a près de 2 ans que nous avons pris cette décision avec nos co-organisateurs que sont Rennes Métropole, Destination Rennes et puis également l'agence Déclic de créer cette édition, également avec l'agence API, je viens de le dire, de créer cette édition. Et notre souhait pour cette première édition était bien de montrer comment cette responsabilité sociétale peut être une source de performance pour les entreprises, mais même au-delà de ça, une forte dynamique pour le territoire. En effet, nous l'avons construit avec des partages d'expériences, mais aussi à travers des cas d'école ou encore des tutoriels. Tous ceci vous permettront de mieux détecter les enjeux de ce développement économique responsable. Nous l'avons voulu aussi avec des partenaires que nous avons à nos côtés depuis le début. Nous avons construit cette édition. Merci à eux parce que ça nous a permis de la lancer. Et puis nous avons aussi souhaité ne pas le faire dans une volonté de dogmatisme. Au contraire, bien au contraire, plutôt du pragmatisme, de l'échange, la politique des petits pas. D'ailleurs, nous sommes convaincus que probablement d'ores et déjà vous faites de la RSE. Alors, probablement un peu à la Monsieur Jourdain, sans en avoir l'air. Lui, c'était des verts, vous, c'est de la RSE. Mais nous avons souhaité que cette édition soit là pour vous permettre de répondre à ces questions que vous vous posez, à ces réflexions que vous menez dans vos entreprises pour mieux structurer cet engagement et puis également pour mettre en action toutes ces réflexions. Côté programme, je vous invite à scanner le QR code qui se trouve être juste derrière moi. À travers ce QR code, vous allez pouvoir suivre tout le programme. Vous le verrez, il est assez dense entre les cas d'école, les tutoriels, les témoignages, les tables rondes. Il est assez dense et ça vous permettra aussi d'interagir entre vous, et ça c'est important, mais aussi de poser vos questions à chacune des interventions que vous pourrez suivre. Une zone des premiers pas est dans le foyer bas où il y a un collectif qui s'est mis à disposition. Je tiens à les remercier également. Ils sont là pour répondre à vos questions, là aussi, de manière très pragmatique, mais aussi pour vous mettre en réseau. On le sait, la question des réseaux est très importante et vous aurez l'occasion de le percevoir tout au long de cette journée. Des cas d'école interactifs sur la mezzanine, comme je le disais. En l'occurrence, vous pourrez y parler mobilité, mais également réseau, je viens de l'évoquer, labellisation ou encore la question de la raison d'être, du fameux why dans les entreprises. Des tutoriels dans la salle qui se trouve juste au-dessus, où là, il y sera question de finance, achat, produits, RH, tout ceci dans un mode responsable et également la question de l'actionnariat salarié. Des témoignages d'entreprises engagées qui viennent partager leur expérience. Merci à elles d'avoir été pionnières et d'être présents à l'occasion de cette première édition. Je parle d'Emixten, Taranis, MV Group ou encore Galapagos. 2 tables rondes d'actualité, la RSE à l'épreuve du Covid pour la première. Et puis la deuxième, il sera question de relocalisation et les atouts de la Bretagne. Enfin, je vais céder tout de suite ma place à Florence Lenevé, qui va vous présenter cette plénière. Je vous souhaite une bonne journée et un bon social change. Merci à vous. S'il part avec le micro, ça va être plus compliqué. Merci, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. En présentiel, je crois qu'on a été assez privés ces derniers mois. Alors Stéphane vous a dévoilé les grandes lignes du programme, je ne vais pas y revenir. Et je vous propose tout de suite d'accueillir Emery Jacquilla pour cette plénière d'ouverture. On peut l'applaudir. Bonjour Emery Jacquilla, merci sincèrement d'avoir répondu à notre invitation pour cette première édition de Social Change à Rennes.
car vous êtes une voix qui porte. Il nous paraissait intéressant de vous avoir, de vous entendre, que vous nous partagiez votre vision des choses, vos convictions. Je vais vous laisser la parole dans quelques minutes pour nous parler de votre engagement, des convictions qui vous animent, mais d'abord quelques mots pour vous présenter. Je vais essayer de faire court pour vous donner plus de temps de parole. Vous êtes donc diplômé d'HEC, vous êtes le fondateur de Matel-Somme, premier site e-commerce de literie, entreprise que vous avez créée en 1995, et vous êtes depuis 2009 le patron de la Camif Niort, enseigne spécialisée dans l'équipement de la maison que vous avez reprise et redressée, que vous êtes encore en train de faire évoluer. Un parcours original et atypique qui vous a valu d'être distingué à plusieurs reprises, manager de l'année, personnalité e-commerce de l'année, prix des meilleures pratiques de management, trophée de l'excellence marketing, et je n'en cite que quelques-uns. Enfin, je termine en disant que vous êtes aussi, et on y reviendra, le président de la communauté des entreprises à mission, et par ailleurs Business Angel, puisque vous avez investi dans 4 startups. Voilà, pour les présentations, c'est tout. Je vous laisse le micro, à peu près une vingtaine de minutes, et puis on se retrouve pour un échange dans la foulée. Merci, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette belle journée. Moi, je suis un entrepreneur, comme vous l'avez dit, et je pense que les crises, et notamment celles qu'on vit, c'est des opportunités juste incroyables pour réinventer nos modèles. Moi, la crise qui m'a fait bouger, personnellement, c'est celle de 2008, quand la Camif a fait faillite. Et qu'en tant qu'entrepreneur, j'étais convaincu qu'il y avait dans cette marque quelque chose à faire et puis une opportunité pour réinventer le modèle de l'entreprise. Alors, j'ai convaincu ma femme de quitter Paris pour aller s'installer à Niort. Ça a été probablement le plus difficile dans le projet. On a fait un beau week-end à l'île de Ré et puis on s'est rapprochés progressivement. Mais surtout la principale difficulté qu'on a eue, c'est qu'au fond, il fallait absolument convaincre à ce moment-là que le projet pouvait avoir un impact positif. Et ce qu'on a fait en 2008, c'est repenser le projet pour que ce modèle de relance de la Camif soit perçu positivement sur les enjeux sociaux, d'abord à Niort pour le territoire. On a fait ouvrir un centre de relations clients à Niort, on a déménagé notre siège social là-bas, on a ouvert un centre logistique. Et c'est cet attachement à avoir un impact positif sur cet enjeu social à Niort qui a tout simplement rendu possible le projet. Donc remettre au cœur de son modèle un modèle d'impact positif, ça a rendu possible le projet parce que, comme vous le savez, en 2008, c'était la crise financière. Il y a eu la faillite de la Camif, puis celle de Lehman Brothers, entraînée par la chute de la Camif, comme tout le monde le sait, et la crise financière mondiale. Et donc plus aucune banque pour prêter de l'argent à un entrepreneur comme moi, qui avait un projet, pourtant un beau projet, relancer Camif. Et si on a réussi, si dans le contexte de 2008, c'est parce qu'on a eu le soutien de tous les acteurs de la région, de la communauté d'agglo de Niort, qui ont soutenu notre projet jusqu'à garantir 95% de nos emprunts bancaires. Ça a permis de financer le redémarrage de la Camif. Là aussi, au tout redémarrage, on décide de faire probablement l'inverse de ce qu'a fait la grande distribution depuis 20 ans, qui a été chercher toujours plus loin, moins cher. Nous, on a fait le pari qu'en privilégiant la qualité, le local, le durable, eh bien finalement, on aurait une proposition de valeur qui faisait à la fois du sens par rapport à la marque, à ses valeurs historiques, mais surtout qui intéresserait les clients, qui un jour valoriseraient ce choix de la consommation responsable qui est vraiment au cœur du modèle de Camif. Ça a été pour nous une façon de réengager tout l'écosystème, en particulier les fournisseurs qui avaient souffert de la chute. Et quand je me suis retrouvé dans une salle à Niort avec 200 fournisseurs qui avaient tous perdu de l'argent au moment de la chute de la Camif, quand je leur ai dit on va miser sur le Made in France, sur votre savoir-faire, c'est ça qu'on va valoriser, vos métiers, vos savoir-faire sur le site de la Camif, là on a eu une oreille attentive. Donc là encore, le modèle d'impact positif consistant à choisir des fournisseurs locaux et à privilégier le Made in France, ça a tout simplement rendu possible le réengagement de tout l'écosystème, des clients, des fournisseurs, des acteurs du territoire, qui ont donc rendu possible le redémarrage du projet Camif. Ce choix-là, il est déterminant parce que dès 2008, dès 2009, on fait ce choix de miser sur le Made in France, qui était vraiment pas du tout à la mode. Il n'y avait pas encore le ministre qui portait la marinière, il n'y avait pas le slip français, il n'y avait pas tout ça. Mais ça nous a permis, et on s'est rendu compte finalement que l'entreprise, la principale valeur de l'entreprise, ce qui fait la valeur d'une entreprise, c'est cette capacité à créer du lien
avec toutes les parties prenantes qui sont constitutives du projet de l'entreprise. Les clients, les actionnaires, les acteurs du territoire, les collaborateurs, les fournisseurs. Et on s'est attaché dans tout ce qu'on a fait là aussi, à partir de 2009, à se poser la question de comment on peut nourrir sans cesse ce lien. Il ne faut jamais oublier que l'entreprise, c'est un projet collectif et ce qui en fait sa résilience, ce qui fait sa force, c'est la qualité du lien. C'est ce qui nous a mis, par exemple, sur le chemin du Tour du Made in France qu'on fait chaque année, où on va à la rencontre de nos fournisseurs en invitant nos clients, nos collaborateurs, pour visiter les usines et puis, pour l'après-midi, travailler en mode collaboratif avec des ouvriers, avec des clients, avec des collaborateurs pour imaginer les collections Camif de demain. La vraie richesse d'une entreprise, c'est cette capacité à créer du lien. Et qu'est-ce qui est finalement le plus fort générateur de liens dans une entreprise ? Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve chaque matin ensemble, qu'on a envie que l'entreprise réussisse ? C'est le sens. Et la question du sens s'est posée de manière assez aiguë chez nous en 2012-2013, après 3-4 ans où on avait travaillé assez ardemment à remettre sur pied le modèle de la Camif, et où on s'est dit, au fond, on ne va pas pouvoir dépendre éternellement des clients instituteurs à la retraite, parce que c'était un peu la base des clients historiques de Camif, 65 ans d'âge moyen déjà en 2009. Et si on veut envisager l'avenir de l'entreprise, il faut qu'on aille chercher de nouveaux clients. Mais avant d'aller chercher de nouveaux clients, il faut qu'on se repose la question de pourquoi on existe, à quoi on sert. Et ça, c'est une question qu'on ne se pose pas souvent, mais qui est pourtant une question existentielle, fondamentale. Et une fois qu'on répond à cette question, alors ça clarifie énormément la raison d'être ensemble. Alors c'est ce qu'on a fait. On a fait la rencontre de deux rencontres qui ont été assez structurantes pour nous. D'abord, un fonds d'investissement. On a eu beaucoup de mal à trouver des fonds en 2012-2013 pour aller chercher de nouveaux clients. Et le seul fonds qu'on a trouvé, c'était un des tout premiers fonds d'impact en France, qui s'appelle Citizen Capital, qui nous a accompagnés pour aller chercher ces nouveaux clients, et qui nous a pas mal aidé aussi et accompagné dans la structuration de notre démarche d'impact, de notre démarche. Et la deuxième rencontre structurante, ça a été celle de chercheurs, Blanche Ségrestin et Armand Hatchuel, qui avaient, eux, en 2008, au moment de la crise financière, théorisé sur la société à objet social étendu, convaincus que l'entreprise ne peut pas se limiter à être une boîte à partager le profit, qu'elle a un vrai sens, une vraie utilité pour la société, et qu'on a eu un peu trop tendance à oublier ça. Et moi, leurs travaux m'ont pas mal parlé, donc on a fait le cas d'école de l'école des mines, avec, et tous ces travaux, et ça me parle pas mal parce qu'aujourd'hui on est dans un couvent, c'était aussi dans le couvent des Bernardins à Paris, et tous ces travaux nous ont conduits, nous ont mis sur le chemin de l'entreprise à mission à partir de 2013. On a mis 2 ans et demi pour formuler les 2 phrases qui sont constitutives de notre mission. Alors vous allez me dire, on n'est pas très efficace à la Camif, 2 ans et demi pour 2 phrases. Mais c'est parce qu'on a fait le travail de manière très collaborative. Donc on a interrogé des clients, des collaborateurs, des fournisseurs, des actionnaires, des acteurs du territoire sur, au fond, à quoi on sert, pourquoi on existe, qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si on n'existait pas, et qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si tous les acteurs de la distribution adoptaient les bonnes pratiques de la Camif. Et on s'est nourri de tout ça pour formuler les 2 phrases qu'on a inscrites finalement dans nos statuts en 2017, proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète, et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Parce qu'on est convaincu qu'on est arrivé au bout d'un modèle et qu'il faut tout revoir. Et en fait, ce travail qu'on a fait, il a été très structurant et déterminant pour transformer véritablement Camif. Aujourd'hui, 80% de nos clients sont nouveaux. Ça a été un levier de transformation à partir du moment où on a inscrit la mission dans nos statuts, parce que ça a permis d'aligner tous les actionnaires par rapport au fait que l'actionnaire n'était pas là uniquement pour servir son profit, mais également pour un projet plus large qui sert le bien commun. Et puis également un levier de transformation accéléré par la traduction de cette raison d'être en 5 objectifs de mission qui sont également inscrits dans nos statuts et qui nous ont mis en mouvement pour réinventer notre offre et notre base de clients. Un exemple, on a mis dans nos statuts, par exemple, 3e objectif de mission, faire de l'économie circulaire notre standard. Ça nous oblige, en 2017, à revoir les 21 000 références de notre catalogue, à s'interroger sur les composants des produits, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment on peut les remplacer par des composants issus du recyclage, comment on peut revoir toute notre offre. Alors ça crée une certaine tension à l'intérieur de l'entreprise, parce que les chefs de produits se disent bon, ok, on ne va pas pouvoir dépendre éternellement de nos fabricants pour faire de l'économie circulaire de notre standard, on ne peut pas attendre qu'ils le fassent, il faut qu'on le fasse nous-mêmes.
Et ça nous met sur le chemin de changer carrément de métier, puisqu'on est en train de passer d'un métier de distributeur, qui était le métier historique de la CAMIF, où on faisait un travail de sélection d'une offre de qualité, durabilité, locale, etc., à un métier d'éditeur, où on développe nous-mêmes nos propres produits avec des experts d'économie circulaire, avec des designers, avec des fabricants. Et pour nos équipes, c'est un changement de métier, puisqu'ils passent de chef de produit à chef de projet. Et ça rend le projet tout à fait passionnant. Aujourd'hui, on a fait 60%, on a revisité à peu près 60% de notre catalogue, éco-conçu et fait sur ces principes de l'économie circulaire. Et ça crée une triple valeur dans l'entreprise. D'abord, on est dans un marché assez concurrentiel, le e-commerce. Et donc, notre projet de développer nos propres collections, ça a permis pour l'entreprise, finalement, de s'extraire un peu de cette concurrence et de protéger nos marges, parce que c'est des produits exclusifs, innovants sur le caractère économie circulaire, qu'on ne va pas retrouver partout ailleurs. Et ça protège également les marges de nos fabricants. Ça crée une valeur sociale. 100% de ces produits sont fabriqués en France. Et on a pu mesurer que pour un emploi qu'on crée à la CAMIF, il y en a 14 qu'on crée en France. Donc cet effet multiplicateur, il est considérable et il est lié à l'attachement qu'on porte aux fabricants avec qui on travaille et plus généralement avec tous les fournisseurs que l'on sélectionne. Et puis une valeur environnementale parce que c'est des produits faits dans le principe de l'économie circulaire. Alors par contre, ça prend du temps, hein. Une transformation de l'offre, une transformation de la clientèle, c'est long et c'est probablement aussi un sujet, c'est l'entreprise à mission, ça redonne du temps long à l'entreprise. Et ce temps, il est nécessaire pour la transformation et il a permis malgré tout à l'entreprise de se différencier sur un marché hyper concurrentiel et d'affirmer sa différence. Levier de transformation, levier d'engagement, parce qu'une fois que la mission est claire, eh bien, elle est claire chacun dans ses décisions au quotidien. Parce que qui sont les mieux placés dans l'entreprise pour faire la mission de l'entreprise, c'est les collaborateurs eux-mêmes. Donc une fois que la mission est claire, elle est claire chacun dans ses décisions au quotidien, parce qu'on est tous acteurs d'un projet qui peut avoir un impact positif. Chacune de nos décisions au quotidien dans l'entreprise peut changer les choses et peut avoir un impact plus ou moins positif. Parfois, on peut imaginer que poursuivre un objet social étendu, donc des objectifs sociaux, environnementaux, sociétaux, peut être ou peut apparaître contradictoire avec l'objet de faire du profit. Eh bien, oui, probablement, sur le court terme, on peut se dire qu'il y a parfois des injonctions contradictoires. On a mis les pieds dans le plat, nous, en 2017, quand 2 semaines après avoir inscrit dans nos statuts la mission d'entreprise, on a décidé de boycotter le Black Friday et de fermer le site de la CAMIF pour le meilleur jour du e-commerce. Si on l'a fait, c'est parce qu'au cœur de notre mission, il y a la consommation responsable et que ça nous paraissait juste pas cohérent de faire le Black Friday. Et au contraire, il nous a semblé plutôt assez cohérent d'utiliser ce jour de la surconsommation, un peu le syndrome de la surconsommation, pour faire passer ce message. Alors c'est vrai qu'à court terme, on a perdu le meilleur jour de l'année en termes de e-commerce, mais sur le long terme, c'est pour ça qu'il faut, quand on est chef d'entreprise, changer de lunettes, faire comme moi, passer avec des verres progressifs. Donc on voit bien son EBITDA à court terme, mais on voit aussi sa performance à long terme, son impact positif. Notre fierté, c'est qu'on a eu l'année dernière 1000 sites e-commerce qui ont boycotté le Black Friday, que CAMIF a participé à poser ce débat dans la cité, et c'est aussi le rôle de l'entreprise, entre surconsommation d'une part, est-ce que c'est vraiment le modèle qu'on veut pour l'avenir, est-ce que c'est un modèle soutenable, ou consommation responsable, est-ce qu'il n'y a pas d'autres modèles où on peut consommer peut-être moins, mais mieux. Et notre fierté, c'est que ça ne nous a pas empêché l'année dernière de faire 44% de croissance, parce que lorsque la crise Covid arrive, et bien là, les consommateurs sont en train de passer à l'acte et changent eux-mêmes leur propre mode de consommation, privilégient probablement plus de local, plus de durable, font plus attention à ce qu'ils achètent, consomment moins, et on va dans un monde probablement de décroissance, ou en tout cas un monde de décroissance en volume. Mais il y a une opportunité pour les entreprises de faire de la croissance en valeur. Alors voilà, pas d'injonction contradictoire si on regarde le temps long. En 2018, convaincu que ce modèle de l'entreprise à mission était un modèle extrêmement intéressant pour un dirigeant, pour rendre son entreprise plus contributive, pour trouver un cadre pour rendre son entreprise plus contributive, on a créé une association qui est la communauté des entreprises à mission, pour offrir un cadre de partage aux dirigeants qui voulaient échanger sur ce chemin, faire connaître ce modèle, c'est aussi pour la raison pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui,
et continuer à l'enrichir parce qu'il est relativement récent. Et voilà. Aujourd'hui, 327 membres dans la communauté des entreprises à mission, des dirigeants. Et puis, on a eu la chance, finalement, en 2019, de voir arriver la loi Pacte, où on a beaucoup poussé pour que ce modèle, inventé par des chercheurs pendant la crise financière et expérimenté par quelques pionniers dont on a fait partie à partir de 2012-2013, se retrouve dans la loi, avec, dans la loi Pacte, la qualité de la société à mission. Alors ça, c'est formidable, parce que c'est quand même assez rare que des chercheurs, puis quelques pionniers, arrivent à faire émerger un modèle dans la loi. Et on est un des rares pays au monde à avoir une loi qui va aussi loin pour offrir ce cadre structurant aux entreprises, pour rendre le modèle de l'entreprise plus soutenable, plus durable, pour construire un monde soutenable. Au fond, c'est ça. Parce que l'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est de l'activer. Activer ce levier de transformation parce qu'on est probablement la première génération à avoir pris conscience du lien entre ce qu'on observe, les dérèglements climatiques, le problème de biodiversité, les inégalités croissantes, et nos modes de vie, nos modes de déplacement, nos modes de consommation, nos modes de faire entreprise. Mais on est aussi la dernière génération à pouvoir agir. Ça nous met une sacrée responsabilité. Moi, il y a une étude de Carbone 4 qui m'a beaucoup marqué, qui montre que si tous les citoyens adoptent les meilleurs éco-gestes, qu'on arrête de prendre l'avion, qu'on ne prend plus sa voiture pour les trajets de moins de 3 km, qu'on ne mange plus de viande, on n'aurait fait que 25% du chemin pour nous limiter dans la trajectoire des 2 degrés de l'accord de Paris. Ce qui veut dire que les 75% du chemin sont à faire par nous, par les entreprises. Il y a une urgence à se saisir de ça. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une exigence croissante des citoyens, des consommateurs et de nos propres collaborateurs sur l'engagement de l'entreprise. Voilà. Donc on est tous acteurs de ça. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, se mettre en chemin. Voilà. Très bonne journée à tous. Merci Emery. Vous restez évidemment à mes côtés. Merci pour ce premier éclairage. Je vous propose maintenant d'approfondir un petit peu certaines choses. Donc oui, vous êtes le patron de la CAMIF, mais aussi le président de la communauté des entreprises à mission. Vous disiez 327 membres aujourd'hui, avec une communauté qui est pourtant assez récente. On a le sentiment que ça s'accélère. C'est une réalité. Comment vous l'expliquez ? Ça s'accélère parce que les dirigeants ont pris conscience que s'ils voulaient tout simplement que leur entreprise existe dans 10 ans, il fallait qu'ils puissent prouver leur utilité pour la société. Et ça s'accélère parce que les dirigeants, comme tout le monde, on a besoin de sens aussi dans ce qu'on fait. Et que redonner du sens à l'entreprise, c'est de redonner du sens à titre personnel aussi. Ça s'accélère parce qu'il y a une prise de conscience générale unique probablement même dans l'histoire de l'humanité en fait, de la fragilité de nos modèles et une prise de conscience qu'en fait il faut qu'on agisse et qu'en tant que dirigeant on a une responsabilité très forte. Aujourd'hui on a 270 sociétés qui ont obtenu cette qualité de société à mission, donc il y a une dynamique qui est très forte, c'est 4 fois plus que l'année dernière à la même époque. On aurait pu dire que la crise de la Covid et un peu stoppé ou mis en pause certaines démarches, et on a constaté exactement tout l'inverse. Pourquoi ? En particulier parce que pendant cette crise Covid, on a tous fait beaucoup de télétravail, et puis qu'à un moment donné, on a envie de se retrouver, quoi. Et finalement, les entreprises qui avaient déjà commencé leur chemin se sont dit, finalement, la meilleure façon de se retrouver, c'est de redéfinir notre raison d'être ensemble. Donc il y a eu beaucoup d'ateliers faits avec les collaborateurs autour de, finalement, pourquoi on se retrouve. Quel plaisir on a à se retrouver tous les matins et à quoi on sert. Voilà. Donc cette dynamique et où on va. Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut changer dans le monde. Voilà. Et ça, je pense que c'est une question assez fondamentale. Et la réflexion sur la raison d'être, même si elle prend du temps, et d'ailleurs il faut qu'elle prenne du temps, parce qu'on va se nourrir de tous les échanges qu'on a avec les parties prenantes, elle va être vraiment très structurante pour l'entreprise. Ce n'est pas un exercice facile parce que définir une bonne raison d'être, c'est définir une raison d'être qui va vraiment avoir une capacité de transformer l'entreprise. Et c'est une sorte de ligne de crête. C'est-à-dire que si on est trop ambitieux, et les premiers qui vont voir ça sont les collaborateurs, il y aura un trop grand écart entre les pratiques de l'entreprise et ce qu'elle affirme. Et donc ce risque d'insincérité va se retourner contre l'entreprise. Inversement, si elle n'est pas assez ambitieuse,
elle ne va pas engager grand monde. Donc en fait, elle ne va pas transformer l'entreprise. Donc c'est un exercice qui n'est pas simple, qui prend du temps et qui a été très certainement accéléré par la crise de la Covid, conscient que en fait, les entreprises qui vont réussir demain, c'est celles qui sauront prouver leur utilité pour la société et donc auront un impact positif sur des enjeux de société. Après, on ne peut pas forcément adresser les 17 objectifs de développement durable. Chaque entreprise, selon son histoire, sa culture, son métier, ses implantations géographiques et sa vision de ce qu'elle peut changer au monde, est invitée à définir ce qu'elle veut changer dans le monde. Et donc à clarifier à travers la raison d'être et les objectifs de mission qui vont faire le lien entre la raison d'être et le modèle de l'entreprise. Et là, on parle vraiment de quelque chose qui est assez différent de la RSE finalement. J'allais le dire, justement, on s'y perd un peu dans tous ces termes, l'entreprise à mission, la raison d'être. Et la RSE, on a des labels, le label B Corp. Finalement, c'est quoi la différence entre tout ça? C'est le niveau de maturité de l'entreprise? Alors, pas forcément. La RSE, c'est se conformer à un certain nombre de bonnes pratiques sociales, environnementales, dans ses relations avec ses parties prenantes. Et on va, sur les labels, par exemple, nous, on est labellisé B Corp depuis 2015, on a été recertifié en 2018, répondre à 200 questions, assez vastes. Ça va couvrir tout le champ de la responsabilité de l'entreprise. Et on va se conformer à un certain nombre de bonnes pratiques. Et si on est labellisé par exemple B Corp, on va pouvoir dire oui, on est plutôt un bon acteur, on fait attention à l'ensemble de nos collaborateurs, aux pratiques, aux sujets environnementaux, etc. Là où la mission, ça va aller un cran plus loin. C'est plus engageant. Parce que c'est moins 360, c'est plus vertical, et c'est clairement lié à l'impact que je veux avoir dans le monde, et l'impact que mon organisation peut avoir dans le monde. Autrement dit, Camif, par exemple, se conforme à un certain nombre de bonnes pratiques, on recycle le papier, on fait etc. Mais ça, c'est pas ça qui va changer. On fait attention à nos consommations d'eau, d'électricité, mais c'est pas ça qui va changer le monde, fondamentalement. C'est notre engagement sur la consommation responsable. C'est ce qu'on fait au cœur du modèle de l'entreprise qui va changer le monde. Voilà. Et donc, la mission invite l'entreprise à clarifier ce champ d'impact qui lui est singulier, qui lui est propre, et ça ne l'empêche pas et ça ne la dédouane pas d'avoir des bonnes pratiques RSE de manière générale. Et d'ailleurs, on le voit, il y a aujourd'hui 15% des sociétés à mission qui sont également labellisées B Corp, Plussy, etc. Donc, il y a un terreau fertile des entreprises qui ont déjà structuré une démarche de RSE pour aller vers la raison d'être et la mission. Et en fait, la différence entre raison d'être et mission, c'est que la mission, c'est une raison d'être assortie d'objectifs de mission. Et c'est ça qui va vraiment mettre en mouvement l'entreprise. Nous, quand on dit informer, sensibiliser sur la consommation responsable, c'est notre premier objectif de mission. C'est très cohérent par rapport à notre boycott du Black Friday, par exemple. Donc, ça va changer nos pratiques. Et ça va nous amener à un certain nombre de renoncements. Et le renoncement est assez déterminant aussi je voulais y revenir dans nos activités. Quand vous expliquiez l'histoire du Black Friday, donc ça, effectivement, j'imagine que vos banquiers et vos actionnaires n'ont pas forcément trouvé ça drôle quand vous l'avez... Comment on le vend, ça, finalement, à ces banquiers et ces actionnaires, ce genre d'initiative? Bon, c'est pas toujours des moments faciles. Donc, dans les qualités du dirigeant à mission, il y a probablement le courage et la ténacité. Mais ce qui fait vendre, c'est la cohérence. C'est cohérent quand on s'appelle Camif de boycotter le Black Friday. C'est cohérent quand on s'appelle Camif de renoncer, ce qu'on vient de faire, à tous les produits qu'on achetait encore en dehors d'Europe. C'était 7,4% de notre catalogue au mois de juin. On a décidé de tout couper. Donc vous êtes privé de milliers de références. Oui, voilà, donc cherchez pas trop de micro-ondes sur Camif parce qu'il n'y en a plus qu'un. Mais oui, dans le mobilier de jardin où on faisait encore 20% de notre chiffre d'affaires sur les produits en dehors d'Europe, c'est un renoncement très fort. Comment on le vend? Parce que c'est juste cohérent. Et ça renforce la fierté des collaborateurs, ça renforce la clarté du projet pour les clients et c'est donc une raison de venir acheter chez Camif. Voilà. Donc on est toujours dans du raisonnement long terme, là, en fait. Sur le long terme, alors c'est un peu la courbe en Nike. Au début, on perd du chiffre, c'est les premiers renoncements, mais on s'aligne. Et cette force de l'alignement, de la cohérence, va se transformer à un moment donné par de la performance. Parce que quand vous avez un levier d'engagement qui est très fort de vos collaborateurs, que vous attirez des talents jusqu'à Niort, voilà. Et cette guerre des talents, cette guerre de l'engagement, les clients qui sont plus fidèles, qui viennent plus facilement à vous, ça se traduit inévitablement à un moment donné par de la performance. Donc la conviction, le travail de conviction à faire par les dirigeants, c'est de convaincre et c'est vraiment le dirigeant, c'est la clé de voûte de tout ça,
avec sincérité, avec humilité, parce que tout ça va prendre du temps, convaincre ses actionnaires et l'ensemble de ses parties prenantes qu'avec le temps, ça va se traduire en performance. Et dans une triple performance, économique, sociale et environnementale. Donc engagement, RSE, société à mission et profit, finalement, ce n'est pas incompatible, c'est bien ça? Absolument. Aujourd'hui, on montre notre exemple, mais l'exemple de toutes les sociétés à mission que je peux voir, montre qu'il y a une vraie réconciliation entre l'impact et le profit. C'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, quand on voit les jeunes qui sortent de l'école, ils veulent rentrer soit dans des entreprises qui sont vraiment engagées, soit monter leur boîte pour changer le monde. Bon. Donc, ils ne veulent plus aller dans les boîtes classiques qui ne sont pas capables de... Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ouais. Et vous évoquiez les salariés. Comment on fait effectivement pour les engager, pour leur faire comprendre l'intérêt de cette transformation? Ça ne s'est pas forcément fait de manière simple à la CAMIF. Ça prend du temps, là aussi. Et la bonne façon de faire, c'est évidemment les faire en sorte qu'ils participent eux-mêmes à la définition de la stratégie RSE ou de la raison d'être ou de la mission de l'entreprise. Et c'est ce travail collaboratif qu'on va faire en incluant les collaborateurs, mais au-delà des collaborateurs, l'ensemble des parties prenantes, pourquoi on existe, à quoi on sert, qu'est-ce qu'on veut changer dans le monde, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, et bien qu'on va obtenir l'engagement. Et puis, avec les collaborateurs, on va décider aussi de la temporalité. Renoncer aux produits achetés en dehors d'Europe, c'était inscrit dans nos plans, dans notre feuille de route, parce que nos objectifs de mission, on les a traduits dans une feuille de route avec des renoncements, des actions, des indicateurs à 2025, etc., des cibles. Et on a discuté avec les collaborateurs sur la bonne temporalité des renoncements. Et on avait prévu de faire ça en 2022. Et finalement, on s'est mis d'accord pour le faire plus tôt, parce que le marché était mûr, parce que les clients attendaient ça. Et les clients CAMIF avaient de plus en plus de mal finalement à comprendre qu'on prenait un modèle de consommation responsable, la production locale, puis on avait encore 7% de notre offre fabriquée à l'autre bout de la planète. Ce n'était pas cohérent. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Après, ça s'accompagne, parce que changer de métier pour nos chefs de produits, c'est pas simple. Donc, c'est de la formation à l'éco-conception, ce qui va se passer cet après-midi. Voilà, de la sensibilisation. Et puis de l'expérimentation. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Nous, on a démarré en 2017 avec un petit projet qui s'appelle CAMIF Édition, qui aujourd'hui prend une part de plus en plus importante dans notre offre. Et on a commencé avec un grand CAMIFathon. On a réuni pendant 3 jours des clients, des collaborateurs, des experts d'économie circulaire, des designers, pour, à la fin de ces 3 jours, arriver à accompagner 13 porteurs de projets qu'on a accompagnés pendant 1 an. Et voilà, nos collaborateurs, quand ils vivent ça, ils vivent une expérience nouvelle et ça leur donne envie. Voilà, je crois que c'est par l'envie, c'est par le plaisir aussi qu'on va bouger les équipes. Donc c'est beaucoup d'accompagnement, beaucoup de formation, beaucoup de communication, beaucoup d'énergie pour un dirigeant. Ça s'arrête jamais. Mais voilà, et beaucoup d'énergie pour un dirigeant, parce que finalement, est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, est-ce que j'ai bien fait de m'engager dans cette voie? Jamais. Non, jamais. Moi, j'ai toujours cru, et je pense que le chemin est long, mais il faut avoir confiance que c'est la bonne route. Et je pense qu'il faut faire ce pari, finalement, ce pari de l'amour. Faire l'entreprise à mission, c'est faire le pari de l'amour. Pourquoi? Si on aime le monde dans lequel on vit, si on aime nos enfants et nos petits-enfants, on a envie de leur léguer un monde durable, soutenable. Et l'entreprise va pouvoir construire ça. L'entreprise a toujours façonné le monde. Au 19e siècle, au 20e siècle, ce n'est pas l'État qui a inventé le chemin de fer ou le téléphone. Aujourd'hui, on a une nouvelle économie à réinventer entièrement. Une économie probablement plus circulaire, moins gourmande en ressources, plus sobre, une économie plus locale, une économie tout simplement soutenable. C'est aux entreprises de faire ça. C'est passionnant. Voilà, donc c'est ça qui me donne de l'énergie. Et faire ce pari de l'amour, c'est de se dire, au fond, en faisant réconcilier l'impact, le profit, en embrassant les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, en les mettant au cœur de nos pratiques, de nos modèles économiques. C'est ça aussi qui est différent avec les RSE. Les RSE, ça peut être à côté. Vous avez souvent des directeurs RSE qui viennent nous voir. Non, moi, ça fait 10 ans que je tape à la porte de la direction pour changer telle et telle chose, mais j'y arrive pas. Là, il s'agit de transformer le cœur de l'entreprise, son modèle économique, pour le rendre soutenable, pour le rendre positif. Donc, il faut faire le pari de l'amour. Et puis, c'est avec nos collaborateurs qu'on va faire tout ça. Donc, il faut aimer ses collaborateurs. Si on n'aime pas ses collaborateurs, il ne se passera rien. Mais cette transformation,
vous l'imaginez, enfin, elle a un terme finalement. Quand est-ce que vous allez être arrivé au bout de l'entreprise idéale? Jamais. Mhm. Il n'y a jamais d'entreprise idéale, ça ne s'arrête jamais. D'ailleurs, quand on a obtenu cette qualité de société à mission, c'est le début du chemin. Mais c'est un chemin qui ne s'arrête pas, c'est un long voyage. On peut toujours faire mieux. Toujours. Et le niveau de l'eau monte, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire, ce qu'on faisait bien il y a 10 ans, c'est la norme aujourd'hui. Donc, le niveau de l'eau monte et donc, il faut continuer de progresser. Et on est en permanence challengé par nos propres enfants, par nos collaborateurs, par nos clients, par la société et par le monde dans lequel on vit qui évolue très très vite. Donc, on est dans un monde qui est complexe, on est dans un monde où il y a plein d'incertitudes. Quand on a un cap, quand on a une raison d'être, quand on a une mission qui est claire, on peut affronter toutes les tempêtes. Il faut y aller. Mais justement, alors vous l'avez un peu évoqué, mais c'est quoi les vrais facteurs clés de succès? Qu'est-ce qui va faire qu'on y arrive dans les entreprises qu'on a dans la communauté des entreprises à mission? Qu'est-ce que vous en retenez ou par rapport à votre parcours, par rapport aux échanges que vous pouvez avoir avec elles? C'est quoi les clés de la réussite? D'abord, il faut que la démarche soit incarnée par le dirigeant. Si elle n'est pas portée par le dirigeant, qu'il n'est pas intimement convaincu que c'est la bonne voie à suivre, ça ne marchera pas. Et elle doit être incarnée avec humilité, parce qu'on n'est pas parfait, aucune entreprise n'est parfaite, parce que ça va être un chemin qui est long, avec sincérité, parce qu'on a besoin d'être transparent sur ce qu'on fait bien ou ce qu'on fait moins bien, et ce qu'il y a encore à changer dans l'entreprise, et avec radicalité, parce que quand on opère un renoncement, c'est assez radical. On va se couper d'une activité parce qu'elle n'est pas alignée par rapport à notre mission. OK, on l'assume. Ça va faire perdre un peu de chiffre d'affaires ou un peu de rentabilité à court terme pour l'entreprise. OK, on l'assume. Et le fait de l'assumer et de le partager, eh bien, c'est ça qui va donner beaucoup de cohérence au projet. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir de l'ambition. Si on n'a pas une ambition de transformation d'un sujet majeur, en fait, on ne va pas engager grand monde. En fait. Ensuite, il ne faut pas essayer de copier-coller une démarche ou une autre. Chaque chemin est singulier, chaque chemin est propre à chaque entreprise, à sa culture, à ses valeurs, à ses métiers, à son histoire, à son implantation géographique. Et donc, il n'y a pas de chemin idéal. Donc il y a parfois des gens qui me disent c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire la RSE d'abord, ensuite la raison d'être, ensuite les objectifs de mission, ensuite le comité de mission? Non. Nous, on a commencé par créer notre comité de mission, on n'avait pas encore la mission. Et on leur a dit, inventez la mission de l'entreprise et faites-le de manière collaborative parce que c'est la meilleure façon de faire. Donc il n'y a pas de chemin idéal, chacun doit trouver son chemin propre. Voilà. Et ensuite, donnons-nous du temps. En fait, il y a une sorte de paradoxe, c'est qu'il y a une urgence, il y a une urgence à agir, et en même temps, il ne faut pas se précipiter, parce que c'est une démarche pour qu'elle soit juste, elle a besoin de temps. Pour qu'on transforme nos modèles, on a besoin de temps. Donc il faut réinscrire, redonner à l'entreprise du temps long. Ça peut vouloir dire aussi parfois bien choisir ses actionnaires. Parce qu'un actionnaire qui reste 15 secondes dans le capital, c'est pas forcément d'ailleurs un actionnaire. On peut s'interroger. Mais bien choisir ses actionnaires parce qu'il faut être aligné avec ses actionnaires. Nous, on a la chance d'être une boîte familiale d'abord, et ensuite d'avoir des fonds qui ont plutôt une dimension de temps long. C'est fondamental parce que si on est les yeux rivés sur les bidas à 6 mois, c'est quand même difficile. Et ensuite, il faut abandonner le pouvoir. Parce qu'une fois que tout ça est bien clair, que la mission est claire, alors c'est aux collaborateurs de saisir de ça et de transformer l'entreprise. Voilà. Et à partir ça permet aux dirigeants de venir témoigner après et de partager son expérience et ne pas faire ça seul. Voilà, ma recommandation, c'est aussi ce pourquoi on a créé la communauté des entreprises à mission. C'est parce que c'est un chemin qui est exigeant, qui est difficile et qui mérite d'être partagé avec d'autres, avec des pairs qui sont passés par les mêmes étapes ou qui ont franchi ou qui ont les mêmes problématiques sur l'évaluation, sur le comité de mission, sur comment on formule une bonne raison d'être, comment on formule des objectifs de mission, comment on fait vivre le projet, comment ça transforme le management dans l'entreprise. Et toutes ces questions, elles sont abordées au sein de la communauté. C'est vraiment pour ça qu'on l'a créé. Donc ne pas faire ce chemin seul, ce serait aussi ma recommandation.
Mais est-ce que ça veut dire que finalement, n'importe quelle entreprise, parce que c'est aussi l'idée de cette journée, de faire en sorte que de plus en plus d'entreprises s'engagent, est-ce que vous pouvez dire, mais allez-y, quel que soit votre secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise, vous pouvez faire ce chemin-là? Alors, pas n'importe quelle entreprise, toutes les entreprises. Toutes les entreprises peuvent réfléchir à ce qu'elles peuvent changer dans le monde, à ce à quoi elles peuvent contribuer. Qu'on soit une start-up, qu'on soit une TPE, qu'on soit une PME, qu'on soit un grand groupe, qu'on soit une boîte cotée, une boîte familiale, qu'on soit une structure de l'ESS ou qu'on soit une structure classique, ça ne change rien. On peut tous s'améliorer, on peut tous faire mieux. Et ce cadre qui consiste à définir sa mission, à l'inscrire dans ses statuts, à mettre en place une gouvernance spécifique de la mission, qui va être différente du conseil d'administration, etc., et à se soumettre à l'évaluation avec l'organisme tiers indépendant qui va venir tous les 2 ans auditer la démarche de l'entreprise. C'est un cadre qui va mettre l'entreprise dans une dynamique d'amélioration continue, et qui va transformer progressivement l'entreprise et la rendre plus contributive pour les enjeux de la société, donc plus résiliente, plus attractive. Donc, il faut tous y aller. Faut tous y aller. Et bien d'ailleurs, est-ce que finalement on a le choix? Est-ce que on est, enfin, tous les dirigeants d'entreprise devraient aujourd'hui se poser la question, parce que vous évoquiez les jeunes tout à l'heure, qui sont beaucoup en quête de sens. On a l'impression que de toute façon, les entreprises vont devoir se transformer, parce que les nouvelles générations qui arrivent dans l'entreprise aujourd'hui, demain, vont plus vouloir de ces modèles anciens. Vous avez raison, on n'a pas le choix. Donc, En fait, les dirigeants qui ne prennent pas ce chemin prennent un risque aujourd'hui. C'est celui d'avoir une entreprise qui disparaisse. À terme, hein. Mais effectivement, les jeunes, ils vont privilégier une entreprise engagée par rapport à une autre qui ne l'est pas. Donc la guerre des talents, l'engagement dans l'entreprise, tout ça va se traduire inévitablement dans des changements au sein des marchés. Et les entreprises qui vont gagner, c'est les entreprises qui sont les plus contributives, celles qui sauront vraiment prouver leur utilité pour la société. C'est une évidence. Et on le sent déjà aujourd'hui. Il y a une étude, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Bank of America, Merrill Lynch, c'est quand même pas rien, qui montre que les boîtes qui ont la meilleure performance extra-financière sont également celles qui ont eu 5 à 10 points de performance supérieure par rapport à leurs homologues en bourse. Donc on voit déjà que la finance est en train de prendre ce virage aussi. On parle beaucoup de finances responsables, de fonds ISR, etc. Les financiers, demain, pour une entreprise, chercher des fonds, on ne pourra plus trouver de fonds si on n'a pas structuré sa démarche de responsabilité, à minima, sa démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc ça va aller assez vite, en fait. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des collectifs de salariés qui se créent dans des entreprises, et donc pour justement inciter les patrons qui n'auraient pas encore pris le train à bouger. C'est formidable, ça bouge de partout. L'entreprise, elle est sous pression. Elle a la pression interne, et c'est très bien parce qu'en tant que salarié, on peut être un peu un corporate activiste et demander à l'entreprise de bouger, parce que c'est juste intolérable de faire l'effort de venir au bureau, par exemple, en vélo, et puis de voir que l'entreprise ne fait aucun effort, elle, sur son bilan carbone ou autre. Donc, il y a une pression à l'intérieur de l'entreprise, il y a une pression de la société civile, il y a une pression des consommateurs, des collaborateurs. On a un pouvoir d'achat aussi, il ne faut pas l'oublier. Notre pouvoir d'achat, chaque jour, on va donner de l'argent à l'entreprise. On peut choisir l'entreprise à qui on va apporter son pouvoir d'achat. Donc, on a un pouvoir en tant que consommateur. Et puis, demain, la finance. Et puis, après-demain, la régulation aussi. Donc, nous, on pense que ce modèle de l'entreprise à mission, il est extrêmement intéressant. Il est probablement le meilleur modèle pour rendre son entreprise contributive. Et d'ailleurs, il devrait être porté, c'est un des plaidoyers de la communauté des entreprises à mission, au niveau européen. Parce qu'on pense qu'il y a là la base d'un capitalisme responsable à l'européenne qui nous distingue un peu quand même du capitalisme chinois et américain. Et que ce modèle de l'entreprise à mission, il est très structurant. Voilà. Donc on porte ce plaidoyer. On lance d'ailleurs le premier congrès européen des entreprises à mission, 1er décembre à Paris, puis à Bruxelles, puis en Italie. Voilà. Parce que justement, nos voisins européens, ils en sont où? Enfin, vous sentez que la démarche, elle est... Il y a des modèles qui existent. Par exemple, en Italie, il y a les sociétés bénéfices qui sont un peu l'équivalent. Mais aucun pays au monde n'a été aussi loin que la loi Pacte en la matière. Parce que dans la loi Pacte, on a 3 choses
assez structurantes dans la qualité de société à mission. Il y a l'inscription statutaire de la mission, il y a le comité de mission, qui est une vraie gouvernance spécifique de la mission, et il y a l'évaluation par un tiers indépendant. Et ça rend le modèle assez robuste. Et donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous égarer du chemin que vous avez dit que vous alliez prendre. Logiquement, non, parce que si le comité de mission est trop bienveillant, on va dire, il y aura l'OTI qui va venir sanctionner. Et il y a un risque quand même d'image à perdre cette qualité de société à mission. Donc, pas trop envie de jouer avec ça, parce qu'aujourd'hui, malgré tout, les consommateurs, les collaborateurs sont les premiers à décrypter le greenwashing, etc. Donc, oui, on pense que ce modèle-là, il peut servir de modèle européen. C'est une vraie innovation. On va tenter de faire en sorte que partout en Europe, on puisse avoir ce cadre. Et d'ailleurs, il y a dans la communauté des grandes entreprises européennes, le groupe Rocher, voilà, qui ont besoin d'aller au-delà des frontières avec ce cadre-là. Parce qu'ils sont sociétés à mission en France, mais ailleurs, ils n'ont pas de modèle équivalent. Alors, je vois que le temps passe. Alors, je voudrais prendre quelques questions qui sont arrivées. Alors, je pense que il y avait pas mal de gens à se poser la question. Comment être sûr de l'extérieur de la sincérité de la démarche d'une entreprise, qu'il n'y a pas que de la communication derrière tout ça? Il faut prendre le temps de vérifier, d'aller chercher. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'informations accessibles sur une entreprise, dans ses rapports, sur son site internet, sur les forums, voilà. Et je pense en tant que consommateur, on a même presque le devoir de faire ça, s'informer sur la démarche de l'entreprise. Donc après, entre deux sociétés à mission, il y aura probablement des entreprises à mission plus performantes que d'autres, voilà, plus ambitieuses, plus justes. Donc il faut être vigilant. Et c'est pour ça que moi je ne crois pas trop aux labels, parce que quelque part les labels, on peut les détourner assez facilement. Et puis bon. Donc là, c'est le pouvoir du consommateur d'aller s'informer et de faire la différence finalement entre ce qui est un peu du greenwashing. Mais au centre de relations clients à Niort, on a toujours des questions très surprenantes. On a eu, mais pas très longtemps, de questions qui remontaient. Oui, on a vu sur votre site internet le fabricant qui fabrique bien dans les Vosges, voilà, le circuit court, la teinture, la confection, le tissage qui est fait dans les Vosges. Mais on a aussi été regarder sur internet, et puis ce fabricant, il a été racheté par un groupe luxembourgeois, et on voudrait savoir s'il paye bien ses impôts en France. Et c'est ça qu'il faut avoir comme exigence. Oui, parce qu'il faut faire preuve de transparence que vous faites. Et la transparence, ça sera la base de la confiance. Voilà. Et ce que permet la société à mission, c'est rendre transparent nos objectifs de mission. C'est un peu quand on sort du bois. Après, on brûle ses vaisseaux. On ne peut pas dire on prône la consommation responsable puis faire le Black Friday derrière. Ça serait incohérent. Ça se retournerait contre nous-mêmes, en fait. Alors, une autre question. On dit souvent que les entreprises engagées sont souvent plus résilientes. C'est une réalité? Mais bien comment sûr. Vous l'expliquez? Très simplement, quand il y a une crise qui arrive, qui ont deux entreprises qui ont strictement le même bilan, le même EBITDA, le même chiffre d'affaires depuis des années, il y en a une qui s'en sort et l'autre qui passe pas la crise. Celle qui s'en sort, c'est celle qui a du sens, qui a du lien avec ses parties prenantes, qui vont se mobiliser pour que la boîte s'en sorte, qui vont faire des efforts, les fournisseurs, les collaborateurs, les clients. Eh bien, cette boîte-là, elle va passer la crise. Ça se voit dans aucun bilan. C'est une valeur pourtant immatérielle considérable. Le sens de l'entreprise et le lien, la qualité du lien. Donc oui, bien sûr, c'est une résilience incroyable. Et je dirais même que la résilience de l'entreprise, quand on est entreprise à mission, dépasse son dirigeant ou dépasse même ses actionnaires. On voit avec l'exemple avec le cas Danone, par exemple. Emmanuel Faber qui a pourtant fortement incarné et porté le sujet de l'entreprise à mission au point de faire voter quand même à 99,5% dans une boîte cotée le passage en société à mission. C'est quand même voilà. Bon, il s'est fait débarquer par son conseil parce qu'ils n'étaient pas alignés, etc. Le projet de société à mission, il est bien resté présent chez Danone. Le comité de mission, il est là. Et Gilles Schnepp, une semaine après avoir débarqué Faber, il a quand même dit « Oui, mais nous, on est quand même attachés à la société à mission ». C'est donc la preuve de la résilience du modèle, de la mission, malgré un des changements de dirigeants et peut-être demain, malgré un changement d'actionnaire. Ça veut dire que ça dépasse l'homme, ça dépasse le dirigeant. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que même pour des boîtes familiales, faire l'effort de formuler une raison d'être ou une mission, certains au début disent « Mais je comprends pas trop, parce que nous... » C'est l'arrière-grand-père, il a fait ça pour ça. Oui, mais ça permet de justement remettre la volonté de l'arrière-grand-père au cœur du modèle de l'entreprise. Et de finalement passer de l'arrière-grand-père au futur petit-fils
qu'est-ce qu'on a envie de changer pour le petit-fils qui arrive. Voilà. Et donc, ça permet de pérenniser le projet de l'entreprise, pérenniser sa mission. Et de l'inscrire dans le marbre parce que c'est dans les statuts, parce qu'il y a un plan d'action derrière et que toute l'entreprise va œuvrer autour de la mission. Une petite dernière question, parce que le temps tourne, sur le profil des entreprises qu'on retrouve dans la communauté des entreprises à mission. En fait, c'est assez étonnant, mais on a 70% de PME. Et même 87% d'entreprises de moins de 50 salariés. Donc c'est un modèle qui est adapté à tout type d'entreprise, y compris les petites et les toutes petites. Voire. On a aussi des grands groupes, on a aussi voilà, on a 500 000 salariés aujourd'hui en France qui travaillent dans des sociétés à mission. C'est pas mal. Bon, alors il y a le groupe La Poste, donc forcément ça fait la moitié la moitié des collaborateurs, mais donc il y a des très grands groupes. Il y a des boîtes cotées, Danone un exemple, mais il n'y a pas que Danone. Il y a de tout secteur, dans la banque, dans l'assurance, dans le retail, dans l'immobilier, voilà. Et en fait, il n'y a aucune entreprise qui est à l'abri de se poser cette question du sens et de sa mission. Donc bon, on va s'arrêter là sur cette question du profil des entreprises dans la communauté des entreprises à mission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être venu ici, partager votre expérience, nous dire toutes ces transformations que vous avez faites au niveau de la CAMIF. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci à vous. J'espère que Emery Jacquilla... J'espère que si vous, dirigeants, vous posiez encore des questions, Emery Jacquilla vous aura donné envie de vous engager. Il reste un petit peu avec nous, donc je pense que vous pourrez le solliciter. Donc la journée ne fait que commencer. Elle se poursuit avec une table ronde que va animer Amandine Dubiez sur... non. Un témoignage, oui, la table ronde, c'est plus tard. Un témoignage, mais vous retrouvez tout le programme en scannant le QR code, comme vous l'expliquait Stéphane tout à l'heure. Merci à tous pour votre attention et je vous laisse poursuivre cette journée. Merci.